De retour sur le FIC pour cette deuxième journée avec tous ces invités prestigieux là, qui succèdent et qui nous invitent à comprendre un peu mieux l'ensemble des enjeux, à être prudent. Maintenant, nous sommes avec Benoît Grunewald. Bonjour Benoît, alors je rappelle, vous êtes le directeur des affaires publiques d'EZ. C'est bien ça, parce que moi je dis toujours EZ, mais non, c'est EZ. Voilà. EZ, on dit EZ, qui est un acteur bien connu parce que évidemment c'est un acteur qui protège les entreprises avec des produits professionnels, on va surtout parler de ça, mais c'est aussi un acteur qui est très connu pour sa protection au grand public. Oui, on a cette double capacité à protéger le grand public et les entreprises et les administrations. On protège notamment la gendarmerie nationale, quasiment 100 000 machines, principalement sous Linux. Et cette vision nous permet d'avoir une bonne protection à la fois des particuliers, des entreprises, une télémétrie qui remonte, et c'est à peu près 1 milliard d'internautes protégés à travers le monde. Alors Benoît, il y a quand même un sujet, alors moi je commence à dater un petit peu. Alors avant je comprenais, on me parlait d'antivirus, maintenant on parle de MDR, d'XDR, de PTDR, enfin non peut-être pas de PTDR. Il y a que toi qui parles de PTDR. Il y a que moi. Non, d'acronymes, on avait dit pas les acronymes, pas les stagiaires. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à mieux faire passer ces messages pour mieux comprendre les enjeux avec les outils, déléguer notamment l'utilisation de ces outils auprès notamment de TPE, de PME, d'organisations plus modestes qui ne bénéficient pas de SOC et puis de RSSI comme on l'a vu hier avec Alain Bouillet? Clairement, notre objectif est de s'appuyer sur des prestataires informatiques qui vont parler notre langage, qui vont comprendre MDR, PTDR, etc. et à qui on va donner les briques et les éléments pour qu'eux puissent, auprès des entreprises qui sont de taille modeste, apporter un service clé en main. Et ça, c'est quelque chose qui a grandement évolué chez nous, parce que ça fait 32 ans que l'on existe. Effectivement, il y a 32 ans, on était un antivirus. Oui. Et c'était assez simple. Oui, voilà, l'antivirus, il tournait tout seul, on l'installait. Le terme est toujours là. Les virus de boot. Mais on n'en parle plus. Donc, comment on est passé de l'antivirus à l'EDR et au MDR parce que les menaces ont évolué et qu'il a fallu à un moment rajouter des couches pour arriver à ce qu'on appelle la défense en profondeur. Donc à maximiser les couches, éviter au maximum l'intrusion et puis surtout repérer quand il y a un bruit qui fait qu'on sait qu'on est en train de se faire attaquer. Voilà, avec des vieux mécanismes d'IA déjà qui sont ceux qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Alors on va revenir un petit peu sur ces services MDR, de management, de détection et de réponse. Alors comment est-ce que ça s'opère? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de rassurer un peu l'ensemble du tissu économique. Si vous êtes concerné, ce sont des outils qui sont à votre portée. Et quelles sont les bonnes raisons pour justement pouvoir déléguer cette confiance? Parce que c'est un peu ça. C'est ça la différence entre l'EDR et le MDR, c'est que quelque part on délègue. Complètement. Alors vous évoquiez en début d'entretien le SOC. L'objectif c'est que nous allons prendre à notre charge une partie spécifique du SOC qui est celle qui concerne notre domaine d'expertise, donc la protection du endpoint, la protection de la messagerie 365, Google Workspace, Teams, SharePoint, etc. Et en fait les informations qui vont monter depuis nos points vont aller dans notre SOC. Et grâce à ces informations, on va pouvoir à la fois détecter s'il y a des opérations malveillantes en cours, mais aussi revenir sur les éléments qui ont été remontés et détectés par nos solutions, qui parfois passent sous les radars, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle du threat hunting, donc c'est-à-dire rechercher des menaces, et parfois a posteriori, dans des entreprises qui n'ont ni les moyens, ni les compétences d'avoir eux-mêmes ces fameuses ressources informatiques et cyber capables de pouvoir décortiquer, analyser les attaques qui pourraient les viser. Comment est-ce qu'on peut justement accompagner un peu ce sentiment d'être protégé, parce que vous avez beaucoup d'individus, beaucoup d'entreprises, d'organisations qui empilent un petit peu les solutions comme on empile une collection de DVD. Il va falloir justement faire œuvre de formation, d'éducation pour rappeler un petit peu comment mettre bon ordre à tout ça. Oui, et encore une fois, là, moi je compte extrêmement sur mes 3000 partenaires en France qui vont, eux, aller sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bien qu'on ait du cloud, finalement, on a toujours un ordinateur, on a toujours un smartphone, on a toujours une tablette, on a toujours un utilisateur qui est au cœur de la problématique cyber et qu'il faut accompagner. Et donc, c'est bien en allant vers lui et en l'accompagnant, même si on a un SOC qui est mondial, eh bien, on a besoin d'avoir des équipes. Et on compte à la fois sur nos propres équipes qui vont accompagner les clients et les partenaires prestataires informatiques, et surtout cet écosystème qui va se mettre à côté du client
pour lui dire voilà ce qui se passe, voilà comment ça fonctionne, voici les indicateurs que vous allez pouvoir trouver qui vont vous dire vous êtes vert ou vous êtes plutôt en train de vous faire attaquer. Et nous, on met à disposition notamment des consoles très simples d'accès pour les partenaires et les clients qui vont pouvoir voir comme ça quel est l'état de leur parc et pouvoir améliorer celui-ci et comprendre surtout comment s'améliorer eux-mêmes. La question que je me posais en vous écoutant, c'est le fait de confier finalement des tâches qui sont, on va dire, hors de portée du quotidien des PME, des TPE et d'un certain nombre même de TI finalement. Oui. Ça entraîne un surcoût où finalement ça reste des offres qui sont très similaires à ce qu'on avait en termes d'investissement, très similaires à ce qu'on avait quand on devait acheter un antivirus, un simple antivirus, on se dit c'est super. Alors, ça entraîne forcément un surcoût. Parce que vous l'avez évoqué, notamment pour se protéger, l'antivirus ne suffit plus. On va mettre un EDR, on va mettre des firewalls, on va empiler un certain nombre, de manière rationnelle, un certain nombre de couches de sécurité. À partir du moment où on va manager, on va faire rentrer de l'humain, et on sait à quel point l'humain est compliqué à gérer, compliqué à former, compliqué à faire fonctionner. Et donc tout ça a forcément un coût. L'avantage d'utiliser un MDR, c'est qu'en fait, nous allons gérer cette partie complexe de formation et à partir de là, on va pouvoir rationaliser les coûts et descendre sur des entreprises de taille de plus en plus petite. Au début, notre MDR, il était principalement réservé à des grandes entreprises qui avaient les moyens, effectivement. Et aujourd'hui, grâce à nos connaissances, à l'intelligence artificielle, à beaucoup de facteurs, eh bien, on est capable d'arriver avec un coût modéré, parfait pour les petites et moyennes entreprises. Alors Jérôme Notin l'a rappelé, il y a quand même beaucoup d'organisations, alors qui sont assez petites, assez modestes, qui pensent encore être à l'abri. On a des collectivités locales qui pensent ne jamais être inquiètes. Donc là-dessus, le travail est encore grand. Alors ce travail sur le terrain, il s'opère comment on arrive justement à transmettre ce besoin de se protéger et puis le fait de ne pas être juste confronté un jour à un malware? Je ne vais pas dire que c'est la partie la plus compliquée de notre travail, mais l'une des parties les plus compliquées parce qu'il faut à la fois donner les clés, mais ne pas être anxiogène. Et c'est vraiment très difficile parce qu'on va parler quasiment toute la journée de cybermenaces, de conséquences, de cyberattaques, d'entreprises qui vont se retrouver victimes de rançongiciel ou tout simplement sans système d'information. Et donc il faut donner des informations concrètes sans être anxiogène. À la fois on passe par des partenariats. On a été pendant 5 ans partenaire de cybermalveillance.gouv.fr. On est aujourd'hui en train de réfléchir à participer à des campus cyber en région, à des CCIRT. On participe à énormément de salons. Le FIC, bien entendu, InCyber à Lille, mais d'autres salons de taille plus modeste en région. Et c'est grâce à cela que l'on va réussir à porter une parole, je dirais, raisonnable auprès des entreprises, en essayant d'éviter notamment certains chiffres qui peuvent faire peur et qui peuvent être trompeurs. Par exemple, il y a un chiffre qui circule qui dit que la moitié des entreprises qui ont été victimes d'un ransomware déposent le bilan dans les 6 mois. C'est pas tout à fait vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on est victime d'une cyberattaque, c'est une grosse galère. Il y en a qui déposent le bilan, mais mettons des moyens pour éviter cela sans pas aller trop dans la dramatisation ou dans l'excès. Donc un travail pour prévenir, pour détecter. Alors il y a aussi ce besoin de reconstruire à un moment donné parce que comme vous venez de l'évoquer, les attaques arrivent, les protections sont pas forcément là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Les protections sont là, mais elles ne sont parfois pas suffisantes. Oui, les protections sont là, sont pas suffisantes. On peut avoir une erreur humaine, d'un utilisateur qui clique là où il faut pas. On peut avoir une erreur humaine d'un administrateur qui pensait être bien protégé à tel endroit mais qui ne l'est pas. Et reconstruire effectivement est une partie importante. Voilà, et c'est là sur lequel vous avez besoin d'un tissu d'acteurs qui vous soutiennent, qui soutiennent justement l'ensemble de ces entreprises. Tout à fait, encore une fois, on ne peut pas reconstruire si on n'est pas sur le terrain, donc il faut avoir un maillage fort. Et puis, dans notre partie à nous qui intervient dans la reconstruction, c'est savoir où, quand, comment et pourquoi on s'est fait attaquer, d'où vient l'erreur. Et à partir de là, on va pouvoir reconstruire avec plus de sécurité. Tout l'intérêt du EDR, c'est bien d'agréger des logs et de comprendre comment l'attaque a été perpétrée et à partir de là, de trouver finalement là où les failles et d'éviter que ça se reproduise quand on reconstruit son système d'information. Et oui, et comme disait le dicton, la première fois qu'on tombe dans le trou, c'est la faute du trou, pas la seconde.
Merci Benoît Grunewald. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires publiques d'EZ. Et donc, prévenir, prédire, détecter, répondre et reconstruire, voilà, c'est un petit peu tout ce que vous portez au quotidien. Et on a bien compris que vous travaillez en équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.